Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une merveilleuse année 2026. Qu'est-ce que je suis heureuse de reprendre le micro et de revenir sur cette chaîne de podcast. Vous avez eu des épisodes toutes les semaines, rien n'a changé pour vous. Mais moi, ça fait 3 semaines que j'ai pas pris le micro, 3 semaines quasiment que j'étais en vacances, que je me suis reposée, ressourcée. Et là, je suis au taquet. Je le dis souvent à mes clientes, c'est le meilleur moment pour les personnes que j'accompagne de prendre des coachings avec moi parce que c'est le moment où je suis la plus reposée, j'ai les idées claires, je suis en méga forme. Donc, message à vous aussi, il y a 3 places pour le mois de janvier. Si jamais vous avez envie que je vous accompagne, n'hésitez pas à réserver votre appel avec moi pour qu'on en discute. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un vrai sujet. La semaine dernière, je vous parlais de ce qu'on va laisser en 2025, de ce qu'on veut pour 2026. Mais là, j'avais envie d'aller plus profondément dans la dépendance affective avec ce que personne ne te dit sur ce sujet-là. C'est vrai que j'aborde ce sujet depuis bientôt 6 ans, en long, en large, en travers. Je vous en parle à bien des égards, sous des axes différents, avec des perspectives différentes. Mais là, je me suis dit, qu'est-ce qui est revenu cette année ? Et je me dis, il y a quand même un petit truc dans les relations et qu'on comprend pas trop quand on est dans la dépendance affective. C'est toutes les fois où vous vous êtes dit, mais pourtant je sais. Vous savez que cette relation, elle n'est pas bonne pour vous. Vous savez que vous méritez mieux que ce que vous êtes en train de vivre. Et vous savez que vous retombez toujours dans les mêmes dynamiques, toujours les mêmes profils, toujours les mêmes schémas, toujours le même type de personnes, toujours la même fin. Et malgré tout, vous retournez là-dedans. Vous retombez dedans, vous réespérez à nouveau, vous vous réattachez et ensuite, vous vous en voulez d'avoir été encore et encore dans ce cercle-là. Ça peut être avec une seule et même personne ou avec finalement des personnes différentes. Mais comme j'aime bien dire, quand c'est plein de personnes différentes et que c'est exactement la même chose qui se passe, en fait, c'est comme si vous aviez toujours été avec la même personne. Et ce qui se passe, c'est que vous allez finir par vous demander qu'est-ce qui cloche chez moi. Vous finissez par vous dire mais j'ai pas assez travaillé sur moi, j'ai pas assez compris les choses, j'ai pas assez guéri, il y a forcément quelque chose qui m'échappe. Et donc, j'avais envie de vous dire un truc hyper important, surtout en ce début d'année, pour que vous puissiez l'embarquer avec vous, j'espère, sur les prochains mois et encore plus sur les prochaines années, c'est que la rechute n'est pas un échec. Et dans cet épisode, j'avais envie de vous dire ce que personne ne vous dit vraiment sur la dépendance affective, parce que je sais que c'est un avis controversé, mais j'avais envie de vous montrer pourquoi comprendre les choses ne suffisait pas. Et pourquoi vous pouvez avoir fait beaucoup de travail sur vous et pourtant revivre toujours les mêmes scénarios et toujours les mêmes expériences. Et surtout, pourquoi ça ne veut absolument pas dire que vous êtes en train de régresser. Donc, si vous vous êtes déjà senti honteux ou honteuse de revenir en arrière, cet épisode est pour vous. En fait, j'en discutais avec des clientes ce matin encore. C'est vraiment cette illusion de croire que si vous comprenez les choses, ça ira mieux. Et ça, c'est pas que lié à la dépendance affective. Parfois, je discute et là, je pense à une cliente qui me dit toujours, bah, en fait, si je comprends pourquoi il a arrêté de me parler, j'irai mieux. Si je comprends pourquoi je ressens ça aujourd'hui, j'irai mieux. Si je comprends ce qui s'est passé dans mon enfance pour que j'en arrive là, ça ira mieux. Et malheureusement, en fait, on est dans une société où on consomme énormément de contenu, des podcasts, des livres, des posts, on fait des thérapies hyper courtes et pourtant beaucoup de personnes rechutent parce qu'il faut comprendre que comprendre les choses ne va pas et ne va jamais vous aider à transformer les choses. Et c'est absolument pas un manque de volonté, c'est absolument pas que vous n'avez pas assez travaillé sur vous, c'est que comprendre, c'est ce qui se passe dans votre tête, alors que guérir, ça se passe dans le corps, dans le système émotionnel, dans le système nerveux. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, vous ne pourrez pas avancer. On est dans un monde où on nous demande d'analyser, de rationaliser les choses, donc ça passe tout le temps par la tête, mais je le dis à tous mes clients, si tu ne t'occupes pas de tes émotions, de ce qui se passe dans ton corps, si on ne va pas libérer ce qui se passe corporellement,
tu vas revivre exactement la même chose. Parce qu'en fait, ton trauma, il ne s'est pas logé dans ta tête. Ce qui s'est passé dans ta tête au moment du trauma, c'est que ça t'a fait croire des choses. Par contre, le trauma, lui, il s'est logé dans le corps et c'est pour ça qu'à chaque fois que tu revis ou rejoues ta blessure, c'est ton corps qui paye. T'as mal, c'est douloureux. Quand on dit qu'on a le cœur brisé, moi je sais que je l'ai ressenti presque physiquement. Il y a un truc qui se loge au niveau du corps et qui est beaucoup plus important à aller creuser que juste se dire ok, j'ai compris les choses et j'ai compris d'où ça venait, même si je ne dis pas, c'est quand même important et je sais que ça aide énormément de personnes à comprendre les mécanismes, mais ce n'est pas suffisant. C'est là qu'on se dit mais pourquoi du coup la rechute arrive, même chez les personnes qui sont très très conscientes. Parce que justement, la dépendance affective n'est pas un défaut de caractère. C'est de base une stratégie de survie émotionnelle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste une stratégie qui vient du cerveau. C'est le corps qui envoie des signaux de danger à votre cerveau pour qu'il puisse mettre en place cette stratégie de survie émotionnelle. Et souvent, elle a été mise en place très 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 tôt. On estime dans la dépendance affective que la blessure d'abandon survient entre 0 et 7 ans. Donc il faut imaginer que potentiellement vous avez 30 ans, 40 ans. Imaginez depuis combien de temps, faites le calcul, vous êtes en train de vivre ça. Donc vous vivez tout le temps en mode survie. Ce qui se passe, c'est que c'est notre système nerveux qui trinque. Tant que le système nerveux ne se sentira pas de nouveau en sécurité, vous pouvez comprendre toutes les choses du monde, vous n'arriverez pas à vous libérer. Et ça, c'est un truc que je fais en coaching, c'est que j'apprends à mes clients à remettre de la sécurité au niveau du système nerveux, mais vous avez d'autres pratiques qui vous permettent d'aller directement dans le corps. Je pense à l'EMDR, je pense à la thérapie psychocorporelle, je pense à l'EFT, je pense au breathwork, évidemment, ma pratique d'amour qui va vraiment venir guérir des choses extrêmement profondes et ça vous permet d'aller vraiment à la source. Ça va vraiment libérer votre système nerveux de cette stratégie de survie. Maintenant, ce que vous pouvez faire si ça ne vous parle pas et si vous avez quand même envie de plonger là-dedans, c'est d'aller comprendre cette stratégie de survie émotionnelle. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette stratégie, elle vous a demandé de créer du lien pour vous sentir en sécurité. Je pense à une cliente là, qui m'a dit récemment, en fait, je réalise à quel point j'ai mis l'homme au centre de ma vie parce que j'ai cru à un moment que c'était le symbole et la représentation de la sécurité et que sans l'homme, j'étais qu'une petite chose fragile et donc j'étais incapable de remettre de la sécurité. Donc là, il y a quand même un travail qui va au-delà du système nerveux, même s'il va être essentiel aussi en complément, d'un regard sur soi qui va être différent. C'est-à-dire que si vous vous voyez comme une toute petite chose fragile qui a besoin d'un homme pour être sauvée, c'est de cette manière-là que vous allez vous comporter dans vos relations. Ce qui se passe, c'est que du coup, vous ne mettez pas l'homme d'égal à égal, vous le mettez sur un piédestal, tel un héros qui doit venir vous sauver. Donc, quand votre système émotionnel panique, il ne vous demande pas votre avis. À ce moment-là, le cerveau n'a aucune chance face à votre système émotionnel et c'est en ça que c'est important d'aller comprendre ce qui se passe dans le corps, comprendre ce qui se passe dans le système émotionnel et aller voir ce que finalement votre cerveau et votre tête ne va pas pouvoir réparer ni guérir. Il faut comprendre que dans ces moments-là, votre tête, elle va comprendre, vous pouvez aller chercher. Et moi, c'est aussi, je pense que le travail d'un psychologue, par exemple, est complètement différent du travail de coaching, même si on est pas mal associés ou bien au contraire, on va nous dire nous ne sommes pas des psychologues. Moi, je sais que je ne suis pas psychologue et il n'y a aucun problème avec ça. C'est complètement d'autres méthodes. Le truc, c'est que je trouve que dans la thérapie, on va vraiment parler de ce qu'on sait. On va vraiment être dans la tête. Et c'est pas du tout un problème. La tête va comprendre, mais le corps, lui, va continuer de réagir. Et dans l'activation émotionnelle, comme je vous le disais juste avant, c'est le corps qui gagne. C'est pour ça que vous promettez des choses et que vous revenez. C'est pour ça que vous savez, mais que vous n'agissez pas. Parce qu'en fait, j'en discutais avec une autre cliente
qui, dans une dispute avec son conjoint, lui a dit « c'est la dernière fois que ça se passe comme ça ». Et je lui ai demandé « est-ce que tu te crois ?» Et elle m'a répondu « non ». Parce qu'en fait, à ce moment-là, elle réagit son corps est en réaction émotionnelle, mais sa tête, elle a envie de rationaliser, de se dire « mais si, cette fois, c'est la dernière fois ». Mais le corps, il va prendre le dessus. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans son corps ? Je vous donne un exemple, mais parce que je pense que c'est important de comprendre ça, parce que j'en discute souvent en coaching, c'est que ce qui se passe, c'est que quand vous prenez la décision d'arrêter une relation ou de dire à l'autre « c'est la dernière fois que ça se passe comme ça », vous êtes dans une émotion. Parce que votre corps a réagi à quelque chose qui était en train de se passer. Vous êtes dans la colère. Et du coup, quand votre émotion part, parce que les émotions sont temporaires, quand la colère redescend, vous avez envie d'y retourner. Vous n'êtes plus du tout dans le même discours. Donc ce qu'il va falloir, c'est pas seulement comprendre l'émotion, c'est remettre de la sécurité à l'intérieur, c'est reconnaître quelles sont nos limites véritables, pas que dans notre tête, mais dans notre corps, pour que les limites soient une évidence et pas seulement posées sous le coup de l'émotion. Et c'est pour ça que je vous dis, on ne guérit pas d'une blessure relationnelle par une réflexion. Ça ne fonctionne pas. Si vous pensez que juste comprendre les choses va vous aider à guérir, ce ne sera pas le cas. Par contre, je vois en fait ce que je fais en coaching, c'est que je vous aide à comprendre les choses parce que ça vient vous rassurer. Et après, on va aller décortiquer ça pour revenir dans le corps. C'est ça qui est très important. C'est en fait, le fait de comprendre, ça va vous permettre de lâcher un peu le mental et du coup, on va pouvoir revenir dans le corps et en fonction des personnes qui sont plus ou moins rationnelles, ça peut être un travail un peu plus difficile. Ce qui fonctionne très bien avec mes clients, c'est les personnes qui arrivent en coaching, qui parfois sont très rationnelles, mais c'est un peu, on va dire, la dernière chance. Elles donnent en gros... Elles me disent, Auréa, t'es ma dernière chance. Et en fait, dans ces moments-là, elles lâchent complètement le mental et elles prennent juste ce qu'elles ont à prendre de moi. Et du coup, on est dans un vrai travail de guérison. Si vous commencez à tout rationaliser, ça peut freiner la guérison. Et on en parlera dans un prochain épisode de podcast, mais je trouvais ça hyper important de vous le dire aussi, c'est que souvent, par instinct de protection, vous allez vouloir être forte, être la femme forte, être l'homme fort, être la femme indépendante. Sauf que ce comportement-là, il va parfois aggraver la dépendance. Parce que vous allez vouloir être dans le contrôle. Vous allez vouloir rationaliser les choses. Vous allez vous forcer à tenir quelque chose. Sauf qu'on en revient à ce truc d'émotion, c'est que vous allez tenir un temps, puis vous allez exploser et culpabiliser. Donc, il n'y a aucun moment où le fait de se contrôler va vous ramener de la sécurité. Au contraire, puisque vous allez finir par exploser, vous en vouloir, et vous revenez dans le cycle de la culpabilité qui, on le sait, ne nous permet pas de guérir. Donc, le vrai travail à faire, sans entrer pour autant dans une méthode claire, c'est qu'il faut comprendre non pas le comment, c'est de comprendre où apprendre à créer de la sécurité intérieure. Il va falloir rééduquer ce lien-là parce qu'en fait, aujourd'hui, votre système de survie, en tout cas votre stratégie de survie, fait que vous avez une mauvaise éducation du lien. Aujourd'hui, votre corps pense que être lié à quelqu'un, c'est le besoin d'être sauvé, c'est prendre sa dose, c'est être aimé à tout prix. Alors qu'un lien qui est sain, c'est voir l'autre d'égal à égal, c'est une relation qui se base sur le 50-50, plus ou moins, et c'est sortir de ce mode survie relationnel à tout prix. Quand vous êtes dans une relation et que vous avez tout le temps peur, vous êtes tout le temps angoissé, vous êtes en mode survie. C'est pour ça que vous dormez mal, c'est pour ça que vous avez des palpitations, c'est pour ça que vous êtes stressé. Donc, il faut comprendre que ce travail-là, vous pouvez apprendre à le faire, mais il ne se fait pas seul et pas parce que vous êtes incapable de le faire. Je sais que ça, je vous raconte cette anecdote, mais il y a peut-être 2 ans de ça, j'avais fait un post Instagram qui peut-être va vous faire réagir aussi, mais j'ai envie de vous en parler, où je disais qu'être malheureux était plus facile que d'être heureux. Je m'explique. Je suis convaincue que, en fait,
posture de victimisation, elle est plus facile à tenir sur le long terme. Elle est dure, on souffre, mais moi j'ai été dans cette posture-là, mais en fait elle ne demande pas d'effort parce qu'on reste dans ce truc de victimisation, on souffre au quotidien, mais ça ne demande pas de guérir puisqu'on reste dedans. Par contre, avoir été dans une situation, faire preuve de résilience, aller mettre le nez dans ses traumas, mettre le nez dans sa merde, à ressouffrir parce que des traumas se rejouent, donner son argent à des spécialistes qui vont devoir nous aider, faire ces pas-là, faire ces choix-là, se choisir à des moments, apprendre à poser ses limites alors qu'on est terrifié de ça, pour pouvoir être heureux, ça, c'est difficile. Et en fait, on choisit aussi sa difficulté. Donc, personne n'est incapable de le faire seul, mais on ne peut pas se voir soi-même quand on est activé. Et ça, il faut vraiment le comprendre, même si vous essayez de regarder vos mécanismes, si vous êtes seul à le faire, vous n'allez pas pouvoir être objectif par rapport à ce que vous décidez de voir. Donc, être avec quelqu'un qui va mettre le doigt sur des choses qui sont difficiles mais qui sont essentielles, sans jamais vous juger et juste avec un regard extérieur neutre et expert, ça va vous permettre de voir des choses que vous n'auriez pas été capable de voir. Et il arrive, moi j'avoue que ça m'arrive très rarement, mais qu'en coaching, parfois je vois quelque chose de mon client ou ma cliente et qu'il y a une forme de résistance parce qu'on n'a pas envie de voir ces choses-là. On n'a pas envie de se rendre compte qu'on est dans une posture de victimisation. C'est hyper dur. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis très OK avec le fait de le dire, mais ça n'a pas été facile de me dire, mais en fait, ça fait des années que je me victimise, ça fait des années que je trouve des subterfuges là pour que les gens m'aiment et pour que les gens me voient et pour que les gens me remarquent. Et je pense que même si je suis honnête, même récemment, je me suis dit, mais quel est mon rapport aux réseaux sociaux ? Je parle au niveau perso, pas du tout au niveau pro. Et je me dis, mais pourquoi j'ai besoin que telle et telle personne me suive encore sur les réseaux, pourquoi j'ai besoin de partager que j'ai été à tel ou tel café, ou tel resto, ou tel voyage. Et c'est mon copain qui m'a dit une phrase, il m'a dit, mais finalement, est-ce que tout le monde voyage par envie de voyager, ou est-ce que les gens voyagent pour mettre ça sur Instagram ? Et j'ai trouvé ça hyper fort parce que je me dis, mais en fait, c'est vrai, quel est notre rapport aux réseaux sociaux et au fait que les gens viennent nous valider ou pas ? C'est hyper important en fait de se dire, mais dans quelle posture je me mets ? Pourquoi j'ai besoin d'être validée ? Pourquoi j'ai besoin d'être vue ? Donc, je pense que c'est important de parfois être honnête envers soi-même. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas agréable de me dire que peut-être, oui, il y a des choses que j'ai faites, alors pas récemment, parce que je suis plus trop sur les réseaux sociaux à titre perso, mais qu'en tout cas, on va dire, sur ces 5 dernières années, il y a forcément des choses que j'ai mises sur les réseaux, plus pour être vue que pour un vrai partage sans besoin de validation. Donc je trouve que c'est vraiment, vraiment important de se mettre face à ses propres merdes, clairement, et à nos propres comportements pour pouvoir avancer. Donc quand on est face à des professionnels, moi je vous l'ai dit, je me suis refait accompagner en cette fin d'année. Et honnêtement, ça m'a fait du bien parce que les gens me disent « Ah mais toi t'as pas besoin, toi t'as tous les outils, mais toi ça fait tellement longtemps que tu travailles sur toi que ça y est, t'en as pas besoin. » Et c'est faux en fait. Heureusement que j'ai encore besoin que des personnes puissent voir des choses que je ne vois pas. En fait, c'est le propre du cerveau aussi, il nous met en sécurité et il est bien fort pour ne pas nous montrer ce qu'on n'a pas envie de voir. Donc, vraiment, prenez le temps d'être suffisamment honnête envers vous-même pour savoir si vous avez envie de faire ce travail seul ou pas. Et du coup, ça vous permettra de reprendre votre responsabilité sans pour autant lutter, sans pour autant avoir à vous faire violence. En fait, ça va vous permettre de vous responsabiliser sans avoir à culpabiliser. Ce qui est important, c'est de se dire, quand je prends cette décision-là de me faire accompagner, et peu importe encore une fois la pratique qui vous appelle le plus ou qui vous parle le plus, ce qui compte, c'est de se dire, en fait, c'est une preuve
d'intelligence émotionnelle. Pour moi, c'est une énorme preuve d'amour de soi aussi, de maturité émotionnelle, parce que, comme je dis toujours, et ma phrase préférée, c'est que ce que tu as vécu, ce n'est pas de ta faute, mais ce que tu en fais, c'est de ta responsabilité. Et donc, je vais terminer là-dessus, mais s'il y a une seule chose à retenir de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on ne sort pas de la dépendance affective par le cerveau. En fait, comprendre, c'est une étape, et une étape que je ne néglige absolument pas lors de mes coachings, parce que ça sécurise en tout cas pour un temps. Mettre des mots, c'est une étape, mais ce n'est pas là que le changement profond va se faire. Et les rechutes arrivent quand votre système émotionnel prend le relais. C'est pour ça que c'est important quand même de comprendre une partie, parce que ça va permettre d'avoir de nouveau accès au système émotionnel et de plus être seulement dans sa tête. Quand une peur ancienne s'active, quand votre corps cherche de la sécurité, il va chercher là où il a appris à la trouver. Et donc, il va essayer d'aller dans le corps, ça ne fonctionne pas, donc il remonte dans la tête et c'est là que vous essayez de suranalyser. Et ça ne fait absolument pas de vous des personnes faibles ou vulnérables, c'est juste que vous êtes humain. Voilà. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que vous avez envie de continuer à avancer seul ou est-ce que vous êtes prêt à faire ce travail en profondeur avec un cadre, un regard extérieur et avec quelqu'un qui vous sécurise? J'insiste. Vraiment, j'ai à cœur que tout le monde se fasse accompagner, très honnêtement, parce qu'on en a tous besoin. À un moment de notre vie, on en a tous besoin, pas tout le temps en continu, mais on a tous besoin de travailler sur soi, d'apprendre à se développer personnellement, d'apprendre à se guérir. Ça me semble essentiel. Mais j'insiste sur le fait que si à un moment, peu importe. Si à un moment vous vous faites accompagner par un accompagnant qui ne vous permet pas de vous sentir suffisamment en sécurité pour tout dire, alors vous n'êtes pas au bon endroit. Moi, je sais que le cadre que je pose dans mes accompagnements, même si évidemment il y a un lien de confiance qui doit se créer, et il est mutuel d'ailleurs, je sais que la chose que je dirais toujours à mes clients, c'est ici tu peux tout dire, et j'espère que je les ferai se sentir le plus en sécurité possible pour qu'ils sentent qu'ils sont à un endroit où la bienveillance et l'écoute sont les valeurs profondes. Donc, ne restez jamais avec quelqu'un. Ça marche dans les relations en fait amoureuses, mais ça marche aussi dans les relations professionnelles et surtout quand vous faites accompagner, qu'il y a des traumas qui peuvent se rejouer. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, s'il vous plaît, arrêtez et trouvez quelqu'un d'autre. En tout cas, si vous avez envie qu'on continue cette réflexion, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de podcast. J'étais comme une ouf, je vous l'ai dit, à la fin de l'année avec les stats de ce podcast. Là, quand j'ai vu le nombre d'abonnés en revenant de vacances, je tiens juste à vous remercier. Vous êtes aussi... sans vous, il n'y a pas de podcast, en fait. Donc, merci infiniment. Et je vous invite à me retrouver aussi sur Instagram. Je vous remets de toute façon le lien dans la bio pour les personnes qui me cherchent très très vite. C'est Auria, AURIA.coaching, où je vais vous partager cette année beaucoup autour des schémas relationnels et de cette autonomie émotionnelle, encore plus que l'année 2025. Et si vous avez envie et que vous sentez que c'est le bon moment pour vous d'aller plus loin, vous pouvez aussi réserver un appel découverte avec moi. C'est juste un espace pour faire le point, voir où vous en êtes et sentir si un de mes accompagnements sera juste pour vous en ce moment. En tout cas, je vous mets tous les liens en description et rappelez-vous, vous ne rechutez pas parce que vous êtes incapable, mais vous rechutez parce que vous êtes encore en train d'apprendre. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous avec tout mon amour, comme toujours.